Voilà, la campagne qui commence pour Marine Le Pen. Jad Zahab, est-ce que finalement ce n'aurait pas été un problème que les juges l'empêchent d'être candidate ? Écoutez, moi, j'ai pas à me prononcer sur une décision de justice. La réalité, c'est qu'elle a été condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics. Elle a formé un pourvoi en cassation. Elle est donc de nouveau présumée innocente. Mais si vous voulez, il y a la décision de justice et puis il y a le choix politique qu'elle a fait. La décision de justice, nous, contrairement à d'autres, on ne met pas en cause l'indépendance de la justice. On respecte l'autorité de la chose jugée. On accepte l'état de droit. On le défend. D'ailleurs, je suis content d'entendre Marine Le Pen respecter ce fameux état de droit qu'elle a depuis une dizaine d'années beaucoup attaqué et beaucoup souhaité amoindrir. Sur la décision politique, c'est un choix qui lui appartient. Elle est éligible, c'est à elle de décider si oui ou non elle peut être candidate. Elle a estimé qu'on peut être candidate à la fonction suprême, candidate à l'élection présidentielle, en ayant été condamnée 2 fois. Ce sera aux Françaises et aux Français de choisir ou non de voter pour elle. Mais si vous voulez, moi je pense beaucoup depuis avant-hier à tous ces jeunes à qui Marine Le Pen dit vous devez respecter la loi, vous devez vous soumettre à l'autorité de l'État. Et c'est vrai. Mais comment donner, entre guillemets, cet ordre quand soi-même, on est candidat à la fonction suprême en étant condamné. Nous, vous le savez, nous, avec Gabriel Attal, lui, il dit tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Bon, mettez-vous à la place des parents qui vont devoir expliquer aujourd'hui à leurs enfants que Marine Le Pen, elle a été condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics, mais elle est quand même candidate. C'est un choix éthique, il lui appartient. Et pourtant, c'est ce que j'allais dire, vous avez vu les sondages, 2 sondages, la donne lui-même, elle prend même 4 points selon le sondage IFOP, elle gagne, donc pour l'instant les sondages, elle est largement en tête, au premier tour, au second tour aussi, les sondages lui donnent raison. Si vous voulez, moi, il y a l'incarnation et puis il y a le fond. Soyons lucides. Oui, bien sûr, le Rassemblement national est plébiscité dans les sondages d'opinion. C'est un parti qui défend des idées qui plaisent aux Françaises et aux Français. Donc nous, comme responsables politiques, avec Gabriel Attal, notre objectif, c'est de faire des contre-propositions, d'expliquer aux gens pourquoi les idées de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella et d'autres ne sont pas les bonnes. Mais oui, force est de constater qu'il n'y a pas d'impact, on va dire, de cette condamnation sur la cote de popularité de Marine Le Pen. Dont acte. Moi, la seule crainte que j'ai, qu'on a tous chez Renaissance, c'est qu'on ne va pas se diriger vers une forme de guérilla judiciaire qui va prendre en otage la campagne présidentielle et que donc on va parler des démêlés de la justice plutôt que des problèmes des Français. Bravo. Voilà, parlons des... nous, on a commencé la campagne. Voilà. Alors vous me posez une question, je réponds. Oui. Voilà, nous on a fait des propositions depuis déjà plusieurs semaines. On pourra d'ailleurs en parler tout à l'heure, mais là, elle est candidate. Très bien, maintenant on va lui opposer un projet qui est le nôtre. Fallait-il aller jusqu'au soir donc, de cette candidature pour Gabriel Attal, dénoncer les accents trumpiens de cette, justement, de cette entrée en campagne de Marine Le Pen? Écoutez, est-ce que la comparaison se justifie? Mais écoutez, quand vous avez une dirigeante politique candidate à la fonction suprême qui sous-entend que la justice de notre pays est politisée, que la décision qui a été rendue est politique, quand vous avez dans son entourage, j'ai pas envie de citer de nom, quand vous avez dans son entourage sur tous les plateaux des gens qui exerce une forme de pression relative pour que la Cour de cassation rende sa décision avant l'élection présidentielle, ça a des accents trumpiens. La justice, c'est la justice, elle est indépendante. Donc oui, je considère que d'une certaine manière, on ne peut pas à longueur de journée dire que la justice est politique et puis ensuite, et ça vous montre d'une certaine manière la contradiction, faire un pourvoi en cassation et utiliser cet état de droit. Je vous le disais tout à l'heure, tant mieux que Marine Le Pen aujourd'hui utilise toutes les voies que lui permet l'état de droit. Elle a le droit de comme faire n'importe cassation. Quel justiciable. Exactement, elle en a le droit. C'est paradoxal de la part de quelqu'un et d'un espace politique qui, toutes ces années, n'a cessé de remettre en cause l'état de droit. Et je pense que c'est en ça que ça a des accents trumpiens. On ne dit pas égal Trump, on dit c'est le sous-texte de tous ces gens qui contestent l'état de droit et qui remettent en cause l'indépendance de la justice. La Cour de cassation qui, par ailleurs, on y reviendra, a dit qu'elle donnerait une réponse normalement avant le premier tour, en avril. Oui. Mais je ne crois pas que Marine Le Pen va supprimer la Cour de cassation. Enfin, sa critique, oui, bien sûr, c'est l'état du droit, puisque l'état de droit tel que l'organisation hiérarchique des différentes cours. Mais en revanche, il y a 2 choses qui me font réagir sur votre propos. La première chose, vous dites Marine Le Pen estime qu'elle peut se présenter. En l'occurrence, la justice aussi. Puisque je veux bien qu'on ajoute des peines complémentaires que la justice n'a pas prononcées, mais c'est quand même un fait. Aujourd'hui, elle n'est pas condamnée à ne pas se présenter. Elle est éligible. C'était en revanche le cas en première instance. Donc, c'est pareil, on a l'interdiction décrétée ces derniers temps de critiquer une décision de justice, mais le fait est que l'appel, institutionnellement, est une manière de critiquer une décision de justice, en tout cas de la contester. Donc c'est prévu dans notre droit de pouvoir aller en deuxième juridiction, de pouvoir même aller en cassation, ce qui est une manière, en effet très formelle et très institutionnelle, de contester une décision de justice. Et c'était, en l'occurrence, d'autant plus légitime que la Cour d'appel n'a pas du tout eu la même lecture et la même interprétation que la première instance. C'est donc bien
qu'il y a une large part accordée à l'interprétation des textes eux-mêmes et à l'interprétation des peines qui peuvent être données. Donc tous ces débats-là sont quand même intéressants. Libre aux législateurs ensuite de le préciser s'ils veulent préciser. Ça, c'est une chose. Mais en l'occurrence, moi, alors là, je vous parle comme Française cette fois-ci et donc comme électrice dans quelques mois, je redoute, vu le spectacle qu'on a depuis 2 jours, que tout le monde passe son temps à dire que c'est vraiment regrettable qu'on ait encore une campagne supprimée à cause de la justice, tout en le disant du coup, tout en passant son temps à parler de la justice. Oui, est-ce que ça va être normal? Est-ce qu'on va avoir des casseroles à chaque fois? Est-ce que tous les débats vont être pollués par cette question? Le fait est que nous, Français, que ce soit en 2017, en 2022, c'était la question ukrainienne qui a pris le pas sur tous les autres sujets. Nous avons des inquiétudes françaises qui ne concernent pas seulement, qui concernent de loin l'état de la justice, mais pas simplement le cas de Marine Le Pen, loin s'en faut. Donc, en effet, qu'on puisse aborder ces différents sujets, la justice en particulier, et l'organisation de la justice, et on l'a vu malgré tout ces dernières semaines, mais qu'en effet, on passe à autre chose. Là, bon, c'est extrêmement frais, c'est normal que tout le monde ait son mot à dire sur ce qu'il se passe. Est-ce que ça va revenir à chaque face-à-face, à chaque débat? Ça, c'est une véritable crainte. Mais attendez, la justice lui permet d'être candidate, mais c'est bien une décision qui lui appartient d'estimer si, candidate à la fonction suprême de notre pays, elle peut faire campagne, quelle image elle a de la fonction suprême, considérant qu'après 2 condamnations pour détournement de fonds publics, elle soit candidate. C'est tout, elle a fait son choix, il lui appartient. Moi, c'est tout ce que je dis. Évidemment qu'elle est éligible, elle pouvait être candidate, et elle considère qu'elle peut être candidate en ayant été condamnée 2 fois à détournement de fonds publics. Elle est présumée innocente, mais voilà, ça dit quelque chose de sa personne. Je suis d'accord avec vous, mais je précisais simplement que la justice ne l'a pas condamnée à être inéligible. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Par rapport à ce que vous disiez, comment on va expliquer aux Français qui doivent respecter la loi. Vous avez raison sur le respect strict de la loi. Marine Le Pen a été condamnée 2 fois, etc. Il n'y a pas de problème. En revanche, sur la question de la condamnation et de l'application de la justice, je pense qu'on serait tous d'accord pour que les peines qui sont prononcées soient exécutées déjà. Puis après, on verra pour ajouter des peines à celles que la justice prononce. On verra ça plus tard peut-être. Nous, on défend la suppression du juge d'application des peines avec Gabriel Attal. Donc, de manière très claire, ce fameux juge d'application des peines qui devra être saisi si la condamnation de Marine Le Pen est confirmée, et donc peut-être aménager la peine. Donc voilà, il y a une forme de double discours qui met Marine Le Pen face à son double discours. Elle bénéficie de certains dispositifs qu'elle combat. Voilà. Ça, c'est vrai, mais parce qu'elle est justiciable comme les autres. Exactement. Gabriel Cluzel. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, parce qu'on vient de l'apprendre, la justice va s'inviter pendant toute cette campagne, le fait de dire que la décision sera rendue avant les élections. Mais ce qu'elle avait toujours dit, donc Marine Le Pen place aussi la Cour de cassation au milieu du débat. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, ça montre si que ça intervient juste avant une semaine ou 2, imaginez, avant la ligne rouge. Si c'est 3 jours avant, de fait, ça aura une influence de façon déterminante. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ça peut se retourner d'une certaine façon contre les autres parti, contre qui finalement c'est elle qui donne l'agenda de cette campagne, tout va tourner autour d'elle, et sachant qu'on est dans un climat de défiance et à l'endroit de la justice. Donc finalement, est-ce que ça peut être plutôt contre-productif d'aller sur ce terrain-là pour vous? Probablement. En tout cas, ça place Marine Le Pen dans ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir une victime éternelle. Elle qui disait l'UMPS il y a déjà 15 ans, elle qui disait tous pourris, aujourd'hui elle va dire je suis condamnée, je fais campagne pour vous condamner. Donc peut-être que ça va la renforcer, et c'est en ça d'ailleurs que ça ressemble un peu à la dernière campagne de Donald Trump. Mais si vous voulez, vous disiez ça va parler autour de Marine Le Pen. Non, mais j'espère qu'on va pas parler que de Marine Le Pen. Et en fait, il y a un paradoxe, c'est que Jordan Bardella, Marine Le Pen, c'est 2 stratégies qui sont différentes sur l'économie, sur les retraites. Nous, on considère que c'est la même tragédie pour le pays. Mais il faut quand même qu'on ait un véritable débat de fond sur les sujets. Donc là, vous m'invitez, ça date d'il y a 2 jours. J'espère que ça va pas éternellement polluer le fond. Comme vous le disiez, on n'a pas eu de campagne en 2022 parce que la guerre en Ukraine s'est imposée. Donc il faut souhaiter qu'on parle de tous les sujets dont on n'a pas pu parler. Nous, on a fait une proposition qui est une ambition principale avec Gabriel Attal, c'est de refaire de la France la première puissance européenne dans 10 ans, avec 4 chantiers capitaux: école, salaire, frontières, intelligence artificielle, et 2 dettes, dette écologique, dette budgétaire. Là-dessus, si vous voulez, nous, on est prêts au débat, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Jordan Bardella, que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Enfin, nous, on est prêts au débat. Je pense que les gens veulent du débat. Donc, j'espère qu'on aura ce débat. En tout cas, nous, on y est prêts et favorables. Et je vous propose d'écouter Robert Ménard, le maire d'hiver droite de Béziers, qui était l'invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin. Il a choisi pour qui voter lors du second tour de cette présidentielle, si jamais ce second tour oppose Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Mais il espère toutefois que le jeu des alliances fonctionnera. Écoutez. Mais c'est en même temps le pire des scénarios. Vous avez envie de choisir? Moi, je n'ai pas envie de choisir. Si j'avais à choisir, je vous le dis tout de suite, je voterai
Marine Le Pen. Mais bien sûr, je suis persuadé que les Français, ils attendent une voix forte qui ne soit pas enchaînée par des logiques de parti, qui tombe sur un homme ou une femme qui leur disent voilà, je vous propose ceci, ça va pas être facile, mais je vous donne de l'espoir. Vous verrez, vous pouvez me faire confiance, je vous comprends, je parle comme vous, je comprends ce que vous dites. Il y a une détestation, pas seulement de M. Macron, mais de tout ce qui, de près ou de loin, vous rapporte à lui. C'est sûr que Gabriel Cluzel, un second tour LFI-RN, et vous avez vu la position et ce qu'en dit Robert Ménard. Oui, bon, cela dit, c'est pas très étonnant quand même de Robert Ménard. Je pense qu'entre lui, évidemment, il n'a pas évidemment de difficulté à choisir. D'ailleurs, c'est parfois un peu surprenant parce qu'on voit beaucoup de gens les renvoyer dos à dos. Le débat. Oui, mais on est dans une société polarisée. Et nous sommes dans une société où la polarisation, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a dit très franchement, il dit à la nouvelle France et l'ancienne France, choisis ton camp, camarade. Donc, si vous voulez, il a posé cet affrontement, et c'est vrai qu'il correspond à une inquiétude culturelle, civilisationnelle des Français qui, je pense, est sous-estimée par beaucoup de partis. Vous voyez, j'entends LR, j'entends Jérémy Patriélétus que nous avions l'autre jour. Tout de suite, ils s'engouffrent sur les sujets économiques. C'est important, l'économie. Il y a pas de... Mais là, il y a beaucoup de Français qui ont une angoisse existentielle. C'est la différence entre l'avoir et l'être. Et je pense que cette angoisse existentielle, elle est abordée d'une certaine façon par Jean-Luc Mélenchon, elle est abordée d'une autre façon par le Rassemblement national. Et les autres au milieu, ils ne veulent pas l'aborder. Ceux qui ne veulent pas l'aborder, je le crains, seront les perdants. Maintenant, j'ai envie de dire que pour les deux, c'est la pire des configurations de se retrouver RN face à LFI, parce que le RN gagne ou que LFI gagne, sait-on jamais, eh bien, ce serait un choix par défaut. C'est-à-dire que les gens voteront Mélenchon par détestation du RN. Au-delà du choix que ferait Robert Ménard, c'est ce que je voulais vous dire. Ça confisque aussi pour mais même pour les partis eux-mêmes. C'est-à-dire que si Marine Le Pen se retrouvait présidente après avoir été face à Mélenchon, ça veut dire que ce n'aurait pas été un vote d'adhésion. Et c'est compliqué. Emmanuel Macron, il expérimente tous les jours ce que c'est un vote par défaut. C'est compliqué. Donc c'est souhaitable pour personne, mais on y va au galop. Jadzad, comment exister finalement face à ce que vient de décrire et la situation que vient de décrire Gabriel Cluzel, à savoir, voilà, c'est une France très clivée et deux partis, LFI, le RN, qui jouent bien sûr aussi sur ces clivages. Déjà, nous, on le dit, on refuse d'être condamnés à ce duel de second tour entre LFI et le Rassemblement national, même si effectivement les sondages d'opinion leur donnent une longueur d'avance. La réalité, moi je mets dos à dos le Rassemblement national et la France insoumise. Ce sont deux menaces, pas de même nature, mais deux menaces pour le pays. Et surtout, je vais même plus loin, je considère que le Rassemblement national est le meilleur ennemi de la France insoumise et la France insoumise est le meilleur ennemi du Rassemblement national. Ils se font mutuellement monter, ils ont besoin l'un de l'autre pour cristalliser les opinions et donc pour solidifier leur base. Donc d'une certaine manière, ils sont meilleurs ennemis. Et donc nous, on compte bien, là où je suis d'accord avec une chose, avec ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est qu'on ne peut pas encore être condamné à faire barrage comme on fait barrage depuis une vingtaine d'années. Donc la meilleure façon de le faire... alors face à cette radicalité on parle du fond. Parlons du fond. Moi, je crois que les Françaises et les Français doutent parce que le pouvoir d'achat, c'est un sujet, parce que la sécurité, c'est un sujet, parce que comment on fait pour partir en vacances, comment on fait pour payer le loyer à la fin du mois. Et oui, on peut avoir un débat sur la République, sur la laïcité, sur la promesse républicaine. Nous, on n'évite pas le sujet. Mais en réalité, il y a un sentiment de déclin, un sentiment d'être oublié, et il y a surtout deux risques. Le risque d'une fracture générationnelle dans le pays et le risque que les gens qui travaillent se disent de toute façon, nous, on travaille et on n'a jamais droit à rien, on est oublié. Donc pour le faire, on parle du quotidien. École, salaire, frontières et intelligence artificielle. Pardon de prendre des exemples très concrets. Sur les salaires, nous, on dit on va faire ce qu'on appelle le droit au brut. On va rapprocher le net du brut. On va donc augmenter tous les salaires. Tous les salaires vont augmenter. L'État va investir 40 milliards d'euros pour le faire. Évidemment, on fera des économies sur les dépenses sociales. Et donc, on va augmenter tout. Oui. Les 40 milliards d'euros, c'est très clair. 2/3 de la dette française, c'est les politiques sociales et les politiques de solidarité. On ne va pas les raboter, ça va simplement représenter 2/3 des économies qu'on compte faire. Ensuite, on va faire un plan de départ. Donc vous allez les raboter, on va y toucher en gardant une politique de solidarité qui sera toujours un pacte et un socle pour nous. Ensuite, on a sur les fonctionnaires, on va avoir des départs concertés de 100 000 fonctionnaires. Alors, on ne touchera pas à l'école, à la justice, à la police, mais il faut qu'on fasse des économies. On va aussi faire une réforme de l'État. Mais donc, si vous voulez, quand on dit qu'il faut qu'on résorbe la dette, résorber la dette, c'est pas un projet de société. On résorbe la dette pour investir. On résorbe la dette pour que la France ait de nouveau des projets. Donc, augmenter tous les salaires,
Oui, ça, je crois que c'est attendu par tous les gens quand on parle du pouvoir d'achat. Quand on parle de frontières, moi, je suis pas un naïf, Gabriel Attal non plus. Oui, les gens s'interrogent, sont questionnés par la question de l'immigration. Mais nous, on ne fait pas partie de ceux qui disent immigration zéro, c'est ce qu'on souhaite. C'est ni souhaitable, ni possible. Pour autant, on ne fait pas partie de ceux qui disent continuons à accueillir, parce que si on veut accueillir bien, il faut qu'on accueille moins. Donc, on propose avec Gabriel Attal que chaque année, le Parlement vote des quotas d'immigration sur la base d'un principe. On va favoriser l'immigration de travail à l'immigration du rassemblement familial. Est-ce que ça veut dire qu'on va toucher à l'asile ? Non. Parce que ce qui fait que nous sommes la France, c'est au regroupement familial. Nous allons privilégier l'immigration de travail à l'immigration du regroupement familial, c'est très clair. Et aujourd'hui, l'immigration de travail entraîne l'immigration familiale. Non, mais il y aura, le Parlement votera des quotas et donc les choses seront beaucoup plus claires. Mais pour réagir à ce que vous disiez aussi tout à l'heure, l'asile, le droit d'asile fait partie intégrante de ce qu'est la France. C'est l'honneur de la France d'accueillir des gens qui sont pourchassés dans leur pays, en Afghanistan, en Ukraine ou partout en Afrique. Donc la politique d'asile, oui, il faut la changer à l'échelle de l'Union européenne et donc on y travaillera et on continue à y travailler. Mais si vous voulez, nous, les frontières, on n'a pas les frontières honteuses. Si on veut bien accueillir, quand même une ambition, pour les gens qu'on accueille, il faut qu'on accueille moins, sinon c'est une perte de chance et pour les gens qu'on accueille et pour la France. Donc nous, on est très lucide sur tous les sujets et pardon de prêcher pour ma paroisse, je trouve que nous sommes les seuls. Non, mais je trouve. Non, mais encore une fois, moi, je suis engagé. Non, mais je vous fais une confidence. Moi, je suis engagé depuis moins d'un an chez Renaissance. On me dit souvent, mais pourquoi tu as rejoint le seul parti qui coule ? Ben non, c'est pas le seul parti qui coule parce que précisément, on affronte les sujets comme ils sont. Sur l'intelligence artificielle, elle n'existait pas il y a 6 mois. Et elle transforme déjà le monde du travail. Donc si vous voulez, et moi je dis souvent, l'IA, c'est pas le grand remplacement, c'est le grand déplacement des compétences. Si on veut ne pas subir l'IA, il faut qu'on la maîtrise. Alors Charles Dornelas et Gabriel Cluzel. Pardon, je suis trop bavard. Non, mais je vous écoute et je me dis que vous n'êtes pas, quoi que vous disiez, à équidistance de LFI et du RN, si je puis me permettre. Qu'on n'est pas à équidistance ? Non. Nous, on les met dos à dos, on les combat. Parce j'ai que bien je pense compris, que mais factuellement, vous êtes beaucoup plus éloignés de la France Insoumise. Oui, d'accord. Mais et l'un comme l'autre sont des menaces pour le pacte social, pour l'économie et pour la paix civile. Que vous n'ayez pas les mêmes réponses politiques, c'est une évidence, et ça, on le comprend bien. Simplement, vis-à-vis du RN, vous avez un problème économique, sur le terrain économique essentiellement. J'ai l'impression que la France Insoumise, c'est un peu plus global. Tous les sujets que vous avez évoqués, vous êtes beaucoup plus éloignés, voire radicalement opposés à la France Insoumise. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le Rassemblement National. Non. Moi, et en plus, moi, je ne peux pas vous laisser dire que je suis proche du Rassemblement National. Je suis binational. Non, mais je suis binational et il y a bien encore aujourd'hui dans le référendum que propose le Rassemblement National sur l'immigration l'idée d'exclure un certain nombre de binationaux d'un certain nombre de postes importants. Quand le RN parle en réalité de préférence nationale sur le logement, il exclut les binationaux. Et donc, si vous voulez sur la... Si, non, si vous avez la nationalité française, non. Allez voir la façon dont est écrit le texte. Je l'ai présenté à Sébastien Chenu en débat. Bien sûr, mais donc le Rassemblement National, moi je considère que les électeurs du Rassemblement National ne sont pas des racistes, ne sont pas des xénophobes, ce sont des gens qui ont peur et qui ont raison d'être interrogés, mais je pense que le RN manipule leurs électeurs en disant voilà, on va fermer les frontières, on va construire des places de prison. Si c'était aussi simple, on l'aurait déjà fait. Donc, si c'était aussi simple, ça tombe bien, c'est Emmanuel Macron qui a promis de le faire. Si vous voulez, la question est symptomatique en fait de l'état du pays. On doit se positionner aujourd'hui entre LFI et le RN. Non, on refuse de se positionner là-dessus. Et donc on combat dos à dos et on fera en sorte qu'on n'ait pas un second tour mortifère. Vous renvoyez dos à dos. Simplement, je rebondis simplement sur ce que vous venez de dire, parce que les exemples que vous donnez en disant le RN manipule les gens, c'est les places de prison et les frontières. Je rappelle que c'est pas Marine Le Pen qui a promis 15 000 places de prison, c'est pas Marine Le Pen qui a promis 100% allez demander d'OQTF aux maires exécutés. Rassemblement National quand on leur propose de construire des places de prison. Mais vous êtes d'accord que c'est pas Marine Le Pen qui a promis 15 000 places de prison qui ne sont pas construites, et c'est pas Marine Le Pen qui a promis d'exécuter 100% des OQTF. Les places de prison, elles ont été budgétées dans la loi. Mais le problème, c'est que vous savez bien que les places de prison, ça peut pas pousser dans l'air. Vous avez remarqué que Gérald Darmanin, il a mis beaucoup moins de temps allez demander aux maires du Rassemblement National pourquoi ils s'opposent systématiquement à ce qu'on construise des places de prison chez eux. C'est pragmatique. Ok. Et comment vous expliquez que Gérald Darmanin a réussi à en lancer 9 000 là, qui n'avaient pas été lancés avant lui ? Parce qu'il y a sans doute un travail qui a été fait sur la concertation. Moi, je suis pas là pour dire Gérald Darmanin, c'est bien, c'est pas bien précédemment. Mais peut-être, dont acte. Est-ce qu'on a tout bien fait ? Non. Moi, je suis très lucide là-dessus.